Bruno Bernard, bonjour. Vous êtes président de la métropole de Lyon. Cet entretien s'inscrit donc dans la série des grands entretiens menés dans le cadre des travaux de la plateforme d'observation des projets et stratégies des métropoles. Il vise à recueillir votre analyse sur le moment particulier que traversent les métropoles françaises et ici bien sûr votre métropole. Cet entretien va donc s'organiser autour de quelques grandes questions touchant aux défis auxquels votre métropole est confrontée et à la manière dont vous les abordez. Alors pour démarrer, la première porte sur l'identité et la caractérisation de votre métropole par rapport aux autres métropoles françaises. Qu'en diriez-vous? Qu'est-ce qui la distingue, la singularise sur le plan économique, sur le plan social? En bref, si vous deviez en faire un portrait synthétique, présenter les enjeux majeurs auxquels elle est confrontée, qu'en diriez-vous? La métropole de Lyon, d'abord, elle s'est construite au fil des années. C'est des dizaines d'années de communauté urbaine au début, il y a une cinquantaine d'années. Et donc, il y a un acquis déjà institutionnel très fort du travail intercommunal au départ. C'est aussi un territoire très spécifique, très varié économiquement. On a par exemple une industrie forte et très variée. Et donc, on a une résilience aux crises beaucoup plus forte qu'ailleurs, et la crise du Covid l'a montré. Même au niveau touristique, on était beaucoup plus costaud que la région parisienne, parce qu'on avait un tourisme beaucoup plus varié. Donc on a ces atouts, et puis une capacité à travailler ensemble, acteurs publics, acteurs privés, qui remonte à plusieurs dizaines d'années, et qui est aussi un atout pour le territoire. Et puis la loi MAPTAM a quand même amplifié la capacité d'agir de la métropole de Lyon. Aujourd'hui, nous sommes probablement la collectivité en France qui avons le plus de capacité à agir pour les citoyens en termes de politique publique. Avec les compétences d'une agglomération qui étaient très développées depuis longtemps, les compétences départementales que nous avons depuis 2015, et puis le contrôle du Citral, donc les transports en commun qui, par la loi, le Citral Mobilité est présidé par le président de la métropole de Lyon. Donc on a un ensemble de compétences, des capacités économiques fortes aussi, parce que la collectivité a été bien gérée économiquement depuis longtemps. Donc une capacité d'agir extraordinaire pour le territoire, et ce n'est pas un hasard que beaucoup d'innovations sont portées ici. Je pourrais citer par exemple le revenu de solidarité jeune, où on est le premier territoire à avoir tenté d'aller aider ces jeunes en déshérence, là où aucun autre ne l'avait fait depuis longtemps, quel que soit leur bord politique. Alors je voudrais revenir sur, au fond, 4 caractéristiques effectivement d'une métropole singulière, vous l'avez dit. D'abord, l'écart entre le territoire de la métropole institutionnelle, l'institution métropolitaine, et puis l'ère d'attraction et l'ère d'influence de l'agglomération lyonnaise. Il y a un écart quand même considérable. Deuxième élément, sur 2 caractéristiques propres, le fait que vous êtes la seule métropole à être dotée d'une assemblée élue au suffrage universel direct, donc avec une légitimité politique aussi que d'autres n'ont pas. Et troisième caractéristique, vous l'avez dit, c'est une métropole qui est inscrite dans une histoire longue, communauté urbaine, vous l'avez dit, avec probablement un niveau d'intégration déjà des politiques publiques quand même forte. Quand on prend la politique de la ville, par exemple, on sait qu'il y a un modèle lyonnais de cette intégration de la politique de la ville. Quel point vous pourriez faire, vous, sur ce que vous a apporté ces singularités qu'on vient de rappeler, et quel point de vue vous pouvez avoir sur cette espèce de distance un peu que prennent les autres métropoles qui considèrent au fond que le système de l'intercommunalité, qui est le leur, présente aussi de grands avantages, en particulier dans les relations entre maires. Pour moi, ce modèle lyonnais, c'est une réussite. Et donc la métropole de Lyon, y compris en termes d'institutions, est une grande réussite. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce modèle est duplicable ailleurs. Ça, je ne me permettrai pas de juger ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la capacité d'agir, les moyens de la métropole, c'est 3,9 milliards de budget, plus d'1 milliard au Citral, donc c'est 5 milliards de budget annuel quand même à la main des élus de la métropole de Lyon. Heureusement, nous sommes élus au suffrage universel direct. Alors après, ça modifie complètement les choses. Et donc il est assez logique qu'ailleurs, on puisse avoir des craintes ou des réticences. Le premier changement fort, c'est le non-cumul des mandats. C'est la première fois que le président de la métropole de Lyon n'est pas un élu municipal. Historiquement, excepté une courte parenthèse, ça a toujours été le maire de Lyon, ce qui changeait complètement le rapport.
Puisque quand on est maire de Lyon et président de la métropole ou d'une métropole en même temps, d'abord on a des intérêts qui sont ceux de la commune et ceux de l'agglomération. Il faut tenir les deux pieds et ce n'est pas forcément les mêmes. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que moi, je défends l'intérêt des 1 400 000 habitants de la métropole. Et quand on a des systèmes aujourd'hui très intercommunaux, où ce sont les maires qui décident, ce qui peut être bien aussi, hein, il y a des avantages, mais il y a aussi un inconvénient, c'est que la somme des intérêts individuels de collectivités, de communes, ne fait pas toujours l'intérêt général. Très souvent, ils y arrivent. Mais ce n'est pas toujours le cas, et donc c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir une vision plus transversale. Par contre, ça oblige à une responsabilité, à un travail vis-à-vis des communes. Nos 59 communes ont moins de pouvoir qu'ailleurs. Elles ont perdu l'intercommunalité. C'est ça la réalité. Et nous sommes tous les deux élus, les maires et les élus métropolitains, au suffrage universel direct. Chacun a sa légitimité sur les compétences. Et donc, nous, notre responsabilité à la métropole de Lyon, pour être efficace, c'est d'arriver quand même à partager ce pouvoir énorme avec les communes pour qu'autour d'orientations politiques qu'on assume, qui sont celles que nous ont données les électeurs, on puisse déployer nos politiques de façon efficace avec les territoires. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les communes, notamment dans les conférences territoriales des maires, on essaye de redonner, de décentraliser nos politiques pour qu'elles soient plus efficaces et où les maires puissent avoir un rôle plus important que ce que donne la loi. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là, pour une métropole effectivement qui s'est donné les moyens, enfin, à qui la loi plus exactement a donné les moyens d'un fonctionnement effectivement de collectivité avec une élection au suffrage universel direct, de réintroduire, d'avoir été presque dans l'obligation ou la nécessité de réintroduire au fond une assemblée des maires, c'est-à-dire ce qui caractérise l'intercommunalité. On décrit beaucoup les intercommunalités comme une gouvernance au fond des maires qui prépare les décisions des conseils communautaires, qui permet des régulations entre pairs, PAIR ou PAIRE. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de paradoxe à voir ressurgir cette question au fond des maires? Mais la loi l'avait prévu. La loi a prévu une conférence métropolitaine des maires qui réunit les 59 maires et le président de la métropole de Lyon, qui est une assemblée un peu formelle, mais qui donne des avis sur un certain nombre de questions. Et puis, il y a des conférences territoriales des maires qui, finalement, peuvent jouer un rôle d'intercommunalité sur une partie du territoire. C'est là où, pour moi, je pense qu'il y a des pistes à creuser. La loi n'est pas précise sur ces sujets, mais nous redonne du poids à ces conférences territoriales des maires. On a fait, par exemple, dans le pacte territorial, on a mis des budgets à la main de ces conférences territoriales des maires, 82 millions d'euros, en l'occurrence de budget, de politique métropolitaine, autour de 7 axes stratégiques qu'on a décidés, et on a dit aux maires, mettez-vous d'accord dans l'axe que vous voulez, ou dans plusieurs de ces axes, pour savoir ce que vous voulez faire. Le fait d'être président d'une métropole sans être maire, vous l'avez dit d'emblée, dans un système d'intercommunalité qui fonctionne sur le régime de la collégialité, en fait, entre pairs, est-ce que c'est finalement un atout? Est-ce que c'est un handicap? Ou est-ce que ça n'a pas d'incidence? Pour moi, c'est un atout. D'abord, parce que je ne sais pas comment pouvaient faire mes prédécesseurs qui étaient maires de Lyon, et président de la métropole et parfois sénateur en même temps. Moi, quand je vois la charge des responsabilités que nous avons, que pour aller au bout des dossiers, pour vraiment travailler, avec pourtant une délégation énorme au vice-président, parce qu'on a un exécutif très collégial. Déjà, il y a un problème de temps, tout simplement, et puis de concentration de pouvoir. Et puis, je l'ai dit, comment faire passer d'abord l'intérêt de l'agglomération par rapport à celui de la ville centrale, c'est compliqué. Donc, il y avait des équipes budgétaires qui étaient faites, où on expliquait qu'il y avait un équilibre entre le centre et le reste, mais la réalité budgétaire, c'est qu'il y a quand même beaucoup pour la ville-centre. Vous êtes dans une région où il y a quand même 4 grandes agglomérations, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont. Cette caractéristique d'une région à 4 métropoles se traduit comment? D'abord, je suis très respectueux des territoires voisins. Donc il y a une volonté forte de coopération. Mais j'y vais modestement. Je ne veux pas que la métropole de Lyon donne l'impression de vouloir prendre la main sur les territoires voisins. Je crois que cette coopération, il faut qu'elle soit construite. Et donc ça passe par la connaissance entre les élus. J'ai relancé le réseau des villes qui concerne non pas ces 4 métropoles, mais aussi en tout la dizaine de plus grandes villes de la région où c'est vu pour discuter sur nos enjeux communs. Donc on a des contacts. Sur les 4 métropoles encore plus.
puisqu'on a notamment eu l'occasion d'écrire plusieurs courriers, ensemble, soit à l'État, soit au président de région. Il y a un point sur lequel je voulais qu'on revienne dans les analyses qui sont faites de l'expérience lyonnaise. Un certain nombre d'observations formulent au fond un espèce de décalage entre ce que vous disiez, c'est-à-dire une métropole puissante qui a au fond la totalité des leviers de l'action publique, mais un territoire rétréci qui est loin d'être le territoire de développement en fait de l'agglomération lyonnaise. Sur cette espèce de décalage là, c'est-à-dire au fond de grands abîmes et pour un petit corps d'une certaine manière, vous dites quoi? C'est un problème, ça l'est pas? Il y a une autre manière de travailler avec le reste des territoires? Que l'ère d'influence d'une métropole, c'est le cas de la métropole de Lyon, mais je pense qu'on peut trouver beaucoup de ces exemples, soit au-delà des frontières administratives, évidemment. Nous, c'est 1 400 000 habitants, 59 communes, ça fait déjà beaucoup, hein. Mais oui, l'ère d'influence, c'est une grosse partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est les institutions. Moi, je trouve déjà que c'est bien comme ça. Après, ça pose la question, en effet, de l'équilibre et du rapport aux autres. Et d'abord, on ne peut pas traiter cette question ici si on ne traite pas la question nationale. Aujourd'hui, les métropoles sont un peu des modèles à bout de souffle. On a, je parle pour la métropole de Lyon, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits, pris énormément en termes de richesse, en termes d'entreprise, en termes de population. Et donc avec des effets de bord assez négatifs, l'étalement urbain, quand même, qu'on voit beaucoup, donc ce qui est une catastrophe, tout le monde, je crois, l'a enfin compris. Mais on a en plus augmenté les problèmes de pollution, les problèmes de logement. On n'arrive plus à se loger. Chez nous, en tout cas, à des prix qui sont délirants, et qui fait d'ailleurs qu'on va probablement renverser le marché incessamment sous peu. Les problèmes de manque d'équipement public. Donc on crée quand même finalement des conditions de vie qui ne sont pas en amélioration pour nos habitants avec ce modèle-là. Donc on est un peu à la limite du modèle. Et soit on continue à faire ce qu'on fait en France, on ne s'en occupe pas, et donc ça se corrigera probablement tout seul, et de façon probablement en créant d'autres déséquilibres, soit on refait enfin l'aménagement du territoire en France, pas celui qu'on a fait il y a 50 ans, mais de l'aménagement du territoire avec les collectivités locales pour équilibrer tout ça. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, notamment avec les enjeux d'industrie, on a besoin de réindustrialiser le pays, qu'il faut regarder où est-ce qu'on pousse ces nouvelles industries, et qu'on a un intérêt à renforcer les villes intermédiaires, les villes autour des métropoles. Ici, c'est d'abord Saint-Étienne qu'on peut renforcer, qui a perdu de la population historiquement ces dernières décennies. Mais c'est aussi Roanne, c'est aussi Mâcon, Bourg-en-Bresse, vous voyez, je dépasse même la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, plein de villes autour, on a un intérêt à les renforcer. C'est vrai pour l'activité économique, et donc comment aider prioritairement par une politique d'État des installations ici. C'est vrai pour les étudiants. Aujourd'hui, on a 180 000 étudiants ici. C'est déraisonnable. On a en début d'année scolaire des étudiants inscrits qui, faute de solutions de logement, ne vont pas suivre leurs études. On a besoin d'équilibrer des universités aussi dans ces villes. Ça passe aussi naturellement par un maillage de transports en commun entre ces villes. Mais si on ne refait pas de l'aménagement du territoire et qu'on laisse grossir les métropoles, on arrive de toute façon à une limite de coût qui fait que plus personne ne va pouvoir se loger. On voit déjà au cœur de l'agglomération que les populations scolaires diminuent dans les écoles, diminuent à Lyon depuis 2 ans. Donc les familles finalement avec enfants ne peuvent plus se loger, c'est ça que ça veut dire. Et donc il faut qu'on retrouve des équilibres, d'où l'importance de refaire aussi une politique d'aménagement du territoire en France qui pour l'instant n'est pas du tout dans le viseur de ce gouvernement, pas plus que des précédents. Alors si on revient aux politiques que vous menez, première caractéristique, vous l'avez dit au tout début de notre échange, la métropole de Lyon est la seule qui a la totalité des politiques sociales. Au point où vous en êtes aujourd'hui, vous diriez quoi? Chance fabuleuse, difficulté, lourdeur? Qu'est-ce que ça permet à votre métropole par rapport aux autres métropoles qui, elles, ont parfois pris dans la négociation avec le département, quelques compétences, mais qui sont loin d'avoir intégré la totalité du panorama des politiques sociales. D'abord, quand on travaille sur un sujet, si on est tout seul ou si on est deux, ce n'est pas la même chose. S'il fallait voir l'agglomération et le département pour se mettre d'accord sur des politiques, c'est une étape supplémentaire, y compris quand on discute après avec l'État, avec d'autres. Donc le fait d'avoir qu'un interlocuteur,
chez nous est quand même beaucoup plus facile. Et donc, ça a des enjeux très importants, parce que typiquement, l'agglomération, c'est la puissance économique. C'était le lien avec les entreprises. Le département, plutôt les prestations sociales, l'allocation adulte handicapé, les personnes âgées, le RSA. Donc nous, ça nous permet d'abord une première chose, c'est de faire des choix budgétaires et de dire on va prendre la richesse de l'agglomération pour financer une partie des compétences sociales du département. Ce qui nous permet, par rapport aux autres départements qui sont en difficulté financière pour porter des politiques sociales, nous, par choix politique, de les porter. Parce qu'on a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes et donc on peut faire ce choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on prend la question de la pauvreté et de l'économie et qu'on arrive à les lier, c'est une force extraordinaire. Les entreprises avec qui on travaille, on peut pousser le public en insertion beaucoup plus fort qu'ailleurs. Alors, il nous faudra du temps pour démontrer que les résultats sont meilleurs qu'ailleurs. Finalement, on a des entreprises qui ont du mal à recruter aujourd'hui et on les aide, un public à insérer d'abord pour lui, mais aussi nous parce que c'est une charge financière. Donc cet équilibre, on met plus de moyens. On a, nous, décidé, par exemple, d'augmenter de 15% le budget d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Quels sont les autres départements qui ont pu le faire ? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur ces 2 dernières années. Nous, on a fait ce choix, qui est un choix budgétaire, mais pour mieux accompagner, comme on a fait le choix de créer le revenu de solidarité jeune. Donc, ce n'est pas un hasard si c'est chez nous que ça se fait. C'est parce qu'on a les capacités à faire et on a ce panel de compétences. Je voudrais qu'on revienne là sur les politiques que vous menez, plutôt sur la question de la transition écologique et des grands enjeux auxquels les métropoles sont confrontées, sur 2 politiques où la question justement de l'articulation entre justice sociale, lutte contre les inégalités et puis nécessité de répondre aux enjeux écologiques sont névralgiques, c'est la question de la ZFE et c'est la question du ZAN, parce que vous parliez tout à l'heure d'un modèle de développement peut-être à bout de souffle, avec une montée des inégalités pour se loger, donc le report d'une partie de la demande de logement en périphérie. Le ZAN, là, vient quand même bouleverser complètement et oblige à penser autrement les modèles de développement. Sur ces 2 instruments, au fond, où vous en êtes, quelle évaluation vous faites et au fond, quel intérêt par rapport à ces enjeux auxquels les métropoles sont confrontées aujourd'hui? Le premier sujet, la ZFE, c'est avant tout la question des mobilités. ZFE est un outil pour les mobilités. Notre objectif, c'est de donner des alternatives à la voiture individuelle. Des questions climatiques qu'il y a derrière, carbone, pollution. On a quand même, comme toutes les métropoles, une pollution beaucoup trop haute et qui pose des vrais problèmes de santé publique. Et puis aussi une question de pouvoir d'achat, parce qu'à chaque fois qu'on offre une alternative à la voiture individuelle, on offre du pouvoir d'achat à nos habitants. Et puis d'aménagement, d'apaisement des espaces publics. La voiture prend beaucoup de place. Et quand il y a plus de place pour les piétons, pour la nature, naturellement, tout le monde est gagnant. Donc on est en train de donner des alternatives à la voiture individuelle très fort. On a doublé les investissements dans les transports en commun. C'est 2,5 milliards d'euros d'investissement, avec par exemple 23 km supplémentaires de tramway. Et en plus, on réduit les inégalités territoriales par ces politiques, parce que nos tramways, là, on les met en banlieue. On les met au Mas du Taureau, au Vanvelin, qui attendait une ligne forte de transport depuis des dizaines d'années, dans le quartier de Villeurbanne Saint-Jean, ou encore à Saint-Fond, à Carnot-Parmentier. Donc en plus, on réduit les inégalités territoriales. Et cette politique très forte de mobilité, parce que c'est quand même des investissements très lourds, et on a d'autres projets aussi qu'on va lancer, donc c'est vraiment une volonté très forte, elle s'est couplée avec une tarification solidaire. On a aujourd'hui à peu près 450 000 abonnés sur le réseau de transport en commun. Il n'y a qu'un quart qui paye le plein tarif. On a par exemple 70 000 abonnements gratuits, 80 000 abonnements à 10 €, des abonnements solidaires. Donc ça s'est couplé aussi, qui répond un peu d'ailleurs à ces enjeux d'inégalité des gilets jaunes que vous avez rappelés dans vos propos introductifs, de nécessité de travailler là-dessus. On a un développement massif en faveur du vélo. C'est un nouveau réseau de mobilité qu'on crée. Ce n'est pas simplement des pistes, on crée un réseau de mobilité sur l'ensemble de nos territoires. Les voies lyonnaises, 250 km de réseau cyclable sécurisé qui va être déployé. C'est couplé aussi avec d'autres initiatives comme le Free Velhub. On distribue, on va aller jusqu'à 10 000 vélos prêtés gratuitement aux étudiants et aux jeunes en insertion pour se mettre à la pratique du vélo. On travaille aussi naturellement à l'autopartage, covoiturage. Donc c'est tout un système de mobilité alternative qui permet, j'espère,
de pouvoir déployer la zone à faible émission. On sait que le problème des ZFE dans bon nombre de métropoles, c'est le problème du droit à la ville pour les habitants des territoires périurbains qui, au fond, ont des véhicules inadaptés, pas les moyens d'en changer, et pour lesquels, parce qu'ils ne sont pas sur le territoire de la métropole, en général, échappent aux aides que mettent les métropoles en place. Là, il y a quand même une responsabilité. Enfin, le problème du rapport au territoire voisin dont on parlait, il est là au cœur de cette question aussi des ZFE. Il y a deux choses. Il faut savoir que la métropole de Lyon, ce sont des territoires très variés. Alors, on connaît naturellement Lyon, le cœur de l'agglomération, Villeurbanne. La banlieue est, on voit un peu les quartiers populaires, mais on a aussi des zones très rurales. On a plusieurs villages de 1000, 2000, 3000 habitants sur la métropole de Lyon. Et des zones où la voiture va rester très importante, où ça reste la solution de mobilité. Il n'y a pas toujours des alternatives de partout. Donc la voiture aura toujours un rôle à jouer sur la métropole de Lyon. Donc il faut tenir compte de tout ça, et notre ZFE a une zone centrale. Voilà. Et ensuite, pour arriver dans une zone centrale, il y a plein de transports en commun. L'objectif, ce n'est pas de dire que les personnes autour de la métropole, autour de la zone centrale, ne pourront plus venir au cœur de l'agglomération. C'est de dire qu'ils ne font plus venir en voiture. Mais c'est du bon sens, il n'y a plus de stationnement. Le stationnement, quand il y en a, il coûte très cher. Donc de toute façon, même économiquement, ce n'est pas la solution. Donc la solution qu'on doit apporter, c'est de permettre à ces personnes d'arriver toujours chez nous. Elles sont les bienvenues, mais forcément avec d'autres modes de déplacement que la voiture individuelle. Alors je voudrais qu'on revienne sur le ZAN qui oblige à penser le modèle de développement urbain, l'urbanisation de manière extrêmement différente par rapport à ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire des difficultés plus grandes à se loger sur la partie la plus centrale au fond de la métropole, un report qu'on connaît depuis des décennies vers la périphérie, mais vous disiez un étalement urbain, une périurbanisation qui est plus adaptée à l'ère du temps, un modèle quand même de développement des métropoles éventuellement inégalitaire, enfin où les inégalités sociales d'accès alors au logement, aux équipements, aux aménités se sont quand même accrues, et là une obligation effectivement de penser l'urbanisation sur un autre modèle. Donc comment actuellement vous réfléchissez à cette question, c'est-à-dire un autre modèle d'urbanisation, la nécessité de permettre le développement d'un logement abordable, y compris dans la partie la plus centrale, pour éviter ces reports de plus en plus loin au fond de la zone agglomérée. Alors d'abord, il faut qu'on densifie et qu'on assume de densifier, notamment là où il y a des transports en commun. Et donc on trouve les solutions, notamment avec les maires, pour que cette acceptation soit de plus en plus forte. Ça passe par l'accompagnement, y compris financier, des communes. Donc ça, c'est un sujet essentiel. Il faut arrêter l'étalement urbain, c'est pire que tout. Donc ça veut dire assumer de densifier, construire du logement, on en manque, beaucoup, et prendre conscience aussi que malgré tout ça, on n'y arrivera pas si on ne refait pas un rééquilibrage territorial. Quelle que soit notre volonté politique, on ne peut pas arriver à continuer à croître au même rythme sur la métropole de Lyon. Ça, c'est terminé, ce n'est pas possible pour des enjeux climatiques et sociaux. Donc ça, de toute façon, il faut l'assumer. Moi, je n'ai pas de mal à le dire, j'ai été élu et j'ai dit pendant la campagne qu'il fallait plus développer Saint-Étienne que Lyon, si on voulait avancer ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, on ne peut pas y couper. Ensuite, sur le ZAN, nous, on a déjà commencé à porter ces politiques avant même les consignes nationales. On a artificialisé beaucoup trop. Ces dernières années, c'était à peu près 90 hectares par an. Sur la métropole de Lyon, c'est énorme, et donc le ZAN nous donne une trajectoire moitié moins de 45 hectares, et on s'est déjà inscrit dedans. Il y a plusieurs enjeux dans le ZAN. Ce n'est pas un critère qui est suffisant. On a besoin aussi de travailler sur le cycle de l'eau. C'est une de nos politiques majeures de désimperméabiliser. On a besoin de préserver la ressource. On a la question naturellement du carbone à travers ces politiques. On a aussi la question des terres fertiles, comment se nourrir, et puis bien sûr de la biodiversité. Donc c'est tous ces critères qu'il faut regarder dans nos politiques, parce que tout est lié. Et on ne peut pas se contenter simplement de traiter un sujet. On dit beaucoup aujourd'hui qu'au fond, on voit émerger un autre art de faire la ville, où la nature reprend ses droits, où les métropoles réatterrissent sur leur sol, avec deux visions. Une vision où on peut prendre au sérieux toutes ces expérimentations qui sont en cours, et puis une vision plus critique qui dit, au fond, on repeint en vert l'urbanisme.
sur les expérimentations, la manière dont vous développez la ville aujourd'hui, sur ces enjeux-là, verdissement, au fond, de l'urbanisme. Vous pourriez dire quoi? Mais je vais vous donner quelques exemples très concrets sur la désimperméabilisation. On a l'objectif de 400 hectares dans le mandat. Par exemple, on fait 23 km de tramway supplémentaires. Et bien, ça fait 40 hectares désimperméabilisés. Les voies de tramway sont désimperméabilisées. On retrouve le cycle de l'eau naturelle. L'eau de pluie ira aux nappes phréatiques. C'est pareil sur les voies lyonnaises, donc 250 km vélo, ça sera du désimperméabilisé. Donc on retrouve le cycle de l'eau. Donc c'est très concret, il n'y a pas de verdissement. Qu'est-ce qui se passe au fond aujourd'hui? Eh bien, c'est au fond les gens avec leurs pieds qui, sur une logique de marché, vont se localiser finalement en dehors des territoires qui sont tenus par des politiques publiques. Comment on règle cette question-là aujourd'hui? S'il n'y a pas d'aménagement du territoire national, on ne la règle pas, elle se réglera toute seule. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? On a de l'étalement urbain encore, de la dégradation pour ces habitants qui viennent travailler sur les métropoles avec des temps de transport qui s'allongent, qu'on nous demande du coup de faire plus d'équipements publics pour essayer de les réduire, mais ça reste quand même négatif. On a en plus l'effet télétravail qui peut être bénéfique et négatif. C'est-à-dire bénéfique au sens qu'il y a moins de déplacements, mais négatif au sens où si on ne se déplace que 3 fois dans la semaine, on accepte de faire plus de durée. Et donc la réponse, s'il n'y a pas d'action publique forte nationale, c'est que de toute façon, c'est la limite du recrutement des entreprises. Parce que les entreprises, elles sont très pragmatiques. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à recruter. Et donc, si à un moment donné, elles n'y arrivent plus, elles iront s'installer ailleurs. Et donc, tout ça va nous créer d'autres déséquilibres, si ce n'est pas pensé et réfléchi, qu'on va subir. C'est pour ça que l'enjeu, j'insiste moi sur cet aménagement du territoire qu'il faut refaire, c'est que si on ne le pilote pas, on aura du mal à ce que les choses se passent bien. Donc nous, métropole, s'il n'y a pas de pilotage, je pense qu'on perdra dans 20, 30 ans, peut-être plus vite, selon les enjeux climatiques et autres, de l'attractivité, voire de la population. En tout cas, ce risque existe aujourd'hui. Voilà, donc c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais moi je suis là que depuis 2 ans et demi, donc laissez-moi un peu de temps pour voir comment régler tous les problèmes français depuis la métropole de Lyon. On aurait plein d'autres questions probablement, mais je pense qu'on est néanmoins quand même un peu au bout de cet entretien. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.